Mardi 26 mai 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Restez avec nous jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la période de 15 jours accordée aux commerçants de la rue, dite petite vitesse à Nalakel, pour intégrer le marché, touche à sa fin aujourd'hui. Mais ce jour, ces vendeurs ont manifesté en descendant dans la rue pour s'opposer à cette mesure. Ils réclament le maintien de leur activité sur leur emplacement habituel, estimant qu'ils ne gênent pas la circulation. Antenana Martina pour plus de détails. Une solution durable qui nous permet de continuer à gagner notre vie? Telle est la demande répétée ce matin sur la rue de Petite Vitesse à Nalakel lors de la mobilisation des commerçants contre leur déplacement. C'est en effet aujourd'hui que s'achève le délai de 15 jours accordé aux vendeurs pour intégrer le marché aménagé à cet effet. Sur place, le nouvel emplacement prévu pour accueillir les marchands de rue de la Petite Vitesse apparaît déjà insuffisant. L'espace est jugé trop étroit et de nombreux commerçants n'ont pas encore pu y être installés. Cette mère de famille, qui avait déjà accepté de s'installer dans le marché, affirme ne pas en tirer des bénéfices faute de clientèle. Selon elle, les clients sont rares à s'y rendre, ce qui rend la vente difficile. Les commerçants réclament ainsi une solution durable et adaptée à leur réalité économique. Beaucoup d'entre eux ont recours à des prêts bancaires pour financer leurs activités et craignent de ne plus pouvoir rembourser leurs dettes en cas d'arrêt des ventes. Tous les usagers de la voie publique devront disposer d'un permis de conduire. C'est ce que prévoit le nouveau décret régissant la circulation routière à Madagascar, selon une annonce de l'Agence des transports terrestres. L'agence précise toutefois qu'une phase de transition et de préparation est encore en cours avant l'application officielle de ces nouvelles mesures qui concernent également les motos, jusque-là exemptées de permis dans certains cas. Reportage. C'est sur sa page Facebook que l'Agence des transports terrestres a rendu publique la nouvelle réglementation du Code de la route. Cette annonce fait suite au décret 2026-974 du 23 avril 2026 qui encadre la mise en œuvre de cette réforme. Selon les dispositions de ce nouveau texte, nul ne pourra conduire un véhicule motorisé sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire. Cette obligation s'étend désormais à toutes les catégories de motos, y compris celles des moins de 49 cc, qui étaient jusqu'ici dispensées de permis. Pour les véhicules non motorisés, comme les charrettes ou autres moyens de transport, un permis spécifique serait également requis pour les conducteurs. Le texte insiste sur le respect de la hiérarchisation des espaces de circulation. Chaque usager devra respecter les voies réservées aux véhicules, aux cyclistes ainsi qu'aux piétons. L'objectif affiché par cette réforme du Code de la route est de renforcer la sécurité routière et de réduire les accidents sur les routes. Toutefois, l'ATT précise que ces mesures ne sont pas encore immédiatement applicables. Une phase de préparation est prévue avant leur entrée en vigueur officielle. Plusieurs acteurs sont concernés, notamment les auto-écoles qui assurent la formation des conducteurs, l'ATT pour l'organisation des examens du permis de conduire, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour la délivrance des permis, ainsi que les forces de l'ordre chargées du contrôle sur les routes. L'ATT indique que l'un des objectifs majeurs de cette réforme est de réduire de 50% le nombre de blessés et de décès sur les routes d'ici 2030. Elle précise enfin qu'il s'agit d'une communication issue d'une réunion sur l'amélioration de la circulation à Antananarivo tenue le week-end dernier. L'agence souligne également que ces mesures ne sont pas encore officielles. Et justement, les motos envahissent aujourd'hui la capitale. Elles séduisent de plus en plus grâce à leur prix plus accessible, leur faible consommation en carburant et leur capacité à se faufiler dans les embouteillages. Combien coûtent-elles en général? Réponse dans ce reportage sur les images de Yves Janel. Les motos sont désormais omniprésentes dans la capitale.
Plusieurs catégories circulent actuellement. Les scooters, les grosses cylindrées. Selon les chiffres, un grand concessionnaire écoule environ 5000 motos neuves par an. Cela représente près de 13 à 14 motos vendues chaque jour. Mais les motos d'occasion attirent également de nombreux acheteurs. D'après un vendeur de motos sur Facebook, la majorité de ces véhicules provient de Taïwan. Il importe environ 2 conteneurs par mois. Un conteneur peut contenir jusqu'à 120 motos, soit environ 240 motos importées mensuellement pour ce seul vendeur. Pour ce commerçant, les prix des petits scooters jamais utilisés à Madagascar varient entre 1 600 000 arrières et 9 millions d'arrières. Le tarif dépend de la puissance et de l'année de sortie du modèle. Voici quelques exemples. Le JR 100cc est le moins cher avec un prix de 1 600 000 arrières. Le GP 125cc coûte 2 millions d'arrières et 2 400 000 arrières pour la version injection. Le Sinus 1 125cc est vendu à 2 500 000 arrières. Le Mani 110cc coûte également 2 500 000 arrières. Le Jiboubou 115cc est proposé à 2 800 000 arrières. Le Sinus 2 atteint 4 millions d'arrières. Le C4 coûte 5 millions d'arrières. Le C5 7 millions d'arrières. Et le C6 dépasse les 8 millions d'arrières. Face à la hausse du prix des voitures, la moto apparaît comme une solution économique. Elle consomme moins de carburant et permet surtout d'éviter les embouteillages. Et toujours en économie, plus de 30 000 visiteurs sont attendus lors de l'événement international consacré au tourisme qui se tiendra à Antananarive du 11 au 14 juin prochain. Cette manifestation ambitionne de rehausser le tourisme et l'artisanat durable. Le secteur du tourisme fait partie des domaines les plus touchés par la crise traversée par le pays depuis septembre 2025, avec d'importantes pertes enregistrées. À titre d'exemple, les annulations de réservations à destination de Madagascar ont atteint jusqu'à 80% selon les statistiques. Les organisateurs annoncent la présence de plus de 30 opérateurs touristiques étrangers qui participeront à cette rencontre. En politique, les dirigeants multiplient actuellement les déplacements en région et procèdent à des actions de solidarité, notamment les distributions de 50 millions d'arrières, comme ce fut le cas à Touliar. Hier encore, Madzang a également bénéficié de cette aide destinée à soutenir la poursuite des festivités et des événements locaux. Mais de nombreux citoyens estiment que ces fonds devraient plutôt servir à lutter contre la pauvreté que traverse la population et à soutenir les différents secteurs sociaux. C'est une Irlande sur les images de Yves Janel. Le président du parti politique Fanavoisanan Démocratie, CNI République, s'interroge sur l'origine de ces fonds distribués lors des tournées présidentielles. Selon lui, il reste à savoir si ces dépenses figurent réellement dans le budget de l'État, déjà étudié et adopté par les parlementaires. De son côté, un analyste de la société civile s'interroge également sur les véritables priorités du moment. Les urgences nationales sont-elles réellement au centre des préoccupations? Réformes, changements structurels et concertation nationale avaient pourtant été annoncés. Pendant ce temps, de nombreux jeunes restent encore sans perspective dans les rues, tandis que les autorités de transition semblent déjà engagées dans la préparation des prochaines élections. Et direction à présent à Tuamas où l'insécurité reprend de l'ampleur depuis environ un mois. Les attaques à main armée se multiplient avec des malfaiteurs souvent munis d'armes à feu. Les habitants se sentent livrés à eux-mêmes et vivent dans la peur. Considérée comme une zone rouge, Tuamas appelle aujourd'hui à des solutions urgentes. Reportage. Dimanche, à 2h30 du matin,
Les images captées par une caméra de surveillance montrent 6 individus tentant de pénétrer dans une habitation située à Tanamboveri à Tuamasin. Les malfaiteurs étaient cagoulés et armés de longs couteaux ainsi que d'armes à feu. Il leur a fallu à peine 2 minutes pour forcer la porte métallique de cette maison. Mais arrivés devant une seconde serrure, les individus ont rencontré des difficultés. Ils ont alors tiré plusieurs coups de feu en l'air afin d'intimider et terroriser les occupants. Le quartier de Verri n'est pas le seul concerné. Depuis 1 mois, les cas de cambriolage et d'attaques à armes similaires se multiplient dans plusieurs fuktan de Tuamasin. Les habitants vivent désormais dans la peur permanente. Cette insécurité a commencé à reprendre de l'ampleur après le passage du cyclone Gézani. La capitale économique de Madagascar peine encore à se relever, mais doit déjà faire face à cette nouvelle crise. D'après nos sources, de nombreux habitants renforcent actuellement la sécurité de leur habitation. Certains fuktan envisagent également de se regrouper afin de mettre en place des comités de vigilance. Et les sites de loisirs et de détente ont affiché complet à Antsirabe lors du lundi de Pentecôte. Parmi les endroits les plus fréquentés figurait le Saanisu d'Ambuimanarive ainsi que le spectacle de Savk organisé à Tsaramaswanj dans la commune rurale de Manandoun. Les habitants d'Antsirabe ont célébré cette journée dans le calme malgré les embouteillages. Jamson Ranjanarmanan de Viva Antsirabe pour plus de détails. À Antsirabe, nombreux sont ceux qui ont choisi de quitter la ville pour profiter de la nature, entraînant une forte affluence dans les différents sites touristiques. Au Saanisu d'Ambuimanarive, par exemple, certaines réservations avaient déjà été effectuées 1 mois à l'avance afin de profiter du cadre verdoyant du site. Les responsables affirment avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir les visiteurs. Par ailleurs, de nombreux visiteurs se sont également déplacés à Tsaramaswanj, dans la commune rurale de Manandoun, pour assister à la 3e édition du Savk. Cette pratique culturelle originaire de la région Amremani est aujourd'hui en vogue à Antsirabe. Environ 30 zébus ont participé aux démonstrations réalisées par des spécialistes venus d'Imadi. L'arène aménagée pour l'événement respectait les normes prévues, et toutes les étapes traditionnelles liées au Savk ont été présentées au public. Dans l'ensemble, la célébration du lundi de Pentecôte s'est déroulée dans le calme à Antsirabe, malgré les embouteillages et les longues attentes observées dans les transports en commun au retour des excursionnistes. Et côté sport, le RCTS de Swavmaswanj et le COSFA 2 disputeront la finale du championnat régional d'Analamanga de rugby après leurs victoires respectives en demi-finale. Les supporters venus nombreux au stade Makidinduta Penak ont assisté à une rencontre pleine de suspense entre les Aigles Verts et le RCTS qui s'est achevée sur le score serré de 19-18. Narsura Kassan et Michel Hagoutsan pour plus de détails. Les demi-finales du championnat régional de rugby se sont déroulées le week-end dernier. Parmi les affiches les plus disputées de cette phase figurait la rencontre opposant le RCTS de Swavmaswanj à les Aigles Verts d'Anjanmaïr. Dans un match très serré, le RCTS Swavmaswanj s'est imposé sur le score de 19-18. Les Aigles Verts ont largement dominé les 30 premières minutes du jeu. Malgré cette pression, le RCTS a mené au score par 6-3 à la mi-temps. En seconde période, les deux équipes se sont rendues coup pour coup et le RCTS est parvenu à inscrire un essai. À 5 minutes de la fin de la rencontre, les Aigles Verts ont repris l'avantage au score 18-16. Mais dans les toutes dernières secondes, le RCTS a renversé la situation grâce à une pénalité décisive. Le RCTS de Swavmaswanj affrontera ainsi le COSFA 2 en finale, prévue le 28 juin prochain. Dans les actualités internationales, plus de 900 personnes sont soupçonnées d'avoir contracté la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo, a annoncé aujourd'hui l'OMS. France 24. Dans la province de l'Ituri, épicentre de l'épidémie d'Ebola en RDC, les contrôles sanitaires se multiplient, comme ici,
au poste de Mujipala, aux portes de la ville de Bunia. Nous avons 2 services ici. Je prends la température des personnes venant de Bunia et se rendant à Bongoualou. Et de l'autre côté, ma collègue prend la température des personnes venant de Mongoualou pour rentrer à Bunia. Mongoualou, une cité de quelques 130 000 habitants sur laquelle les agents sanitaires ont une vigilance particulière. Les gens qui viennent de ce côté-là, Mongoualou, vraiment, là nous avons vraiment une mesure barrière stricte vraiment, parce que les formations ont commencé à partir de là. En plus de ces barrages sanitaires, le gouvernement provincial a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Mais dans cette église de Bunia, la mesure semble bien difficile à appliquer. Ce n'est pas pour autant parce qu'il y a la maladie qu'on peut fermer l'église. C'est pourquoi nous venons justement demander à Dieu de nous aider dans tous ces sens. Les autorités ont aussi interdit les veillées funéraires. Le corps des victimes restant contagieux, même après le décès. Un sujet sensible qui a donné lieu à des scènes de violence. Dimanche soir, des personnes ont attaqué l'hôpital de Mongoualou, tirant des coups de feu pour réclamer les corps de leurs proches. Et la campagne pour l'élection présidentielle du 31 mai en Colombie s'est achevée hier. Et la gauche qui fait face à la droite conservatrice en plein retour de la violence armée s'accroche jusqu'au dernier jour pour conserver leur pouvoir. France 24. Des milliers de sympathisants rassemblés dans les rues de Barranquilla. Pour son dernier meeting de campagne présidentielle, Iván Cepeda montre sa popularité. Le candidat de gauche, en tête des sondages, martèle ses principales propositions, parmi lesquelles l'augmentation des investissements dans le domaine social pour mettre l'État au service des exclus. Notre premier engagement sera envers les pauvres. N'ayez aucun doute là-dessus. Envers les communautés historiquement marginalisées, envers les victimes de violences, envers ceux qui ont subi les pires injustices sociales et économiques. Seul prétendant de gauche, Iván Cepeda est opposé à 2 candidats de droite. Au centre de l'échiquier, Paloma Valencia promet un retour massif aux investissements sociaux tout en suspendant les négociations de paix avec les groupes rebelles armés. Mais le véritable danger pour la gauche s'inscrit encore plus à droite en la personne d'Abelardo de la Espriella. Ce millionnaire surfe sur le retour de la violence des groupes armés dans le pays qui a coûté la vie au sénateur de droite Miguel Uribe en août dernier, ainsi qu'à 2 de ses collaborateurs il y a 2 semaines. Je vous fais cette autre promesse. La sécurité sera de retour. La sécurité reviendra dans notre patrie miraculeuse, car le crime est le principal ennemi de la liberté et de la stabilité. De la Espriella a promis une guerre sans merci contre le narcoterrorisme, bien que les autorités n'aient pour l'instant attribué l'attaque survenue pendant la campagne à aucun groupe spécifique. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix dimanche, un second tour aura lieu le 21 juin. Pour terminer, des secouristes continuaient de fouiller les décombres d'un bâtiment en construction qui s'est effondré et a détruit partiellement un hôtel adjacent aux Philippines. Le bilan se porte désormais à 3 morts et 17 disparus. France 24. Les secouristes fouillent les alentours de cet immeuble de 9 étages qui s'est effondré dimanche. Un accident survenu sur un chantier à Angeles City, au nord de Manille, la capitale philippine. Plusieurs personnes sont décédées et plus d'une dizaine d'ouvriers du site sont portés disparus. Certains seraient encore coincés sous les décombres. À l'heure qu'il est, ils ne sont probablement plus en vie. Ils sont là depuis plus de 24 heures sans nourriture et sans doute sans eau non plus. Je ne m'attends plus à ce qu'ils survivent, mais j'espère que les opérations de sauvetage s'accéléreront. Quelques heures après l'accident, 2 ouvriers coincés sous les décombres ont été retrouvés vivants, mais ils n'ont pas survécu. Les secours travaillent pour le moment très lentement afin d'éviter tout mouvement et écraser les personnes coincées sous le bâtiment. Le plus grand défi ici est que le site est très instable. Comme il est encore en construction, ce sont principalement des échafaudages et des structures en acier qui retiennent les débris. Le travail doit vraiment être effectué à la main et c'est là le principal défi à l'heure actuelle.
Les autorités locales ont annoncé que si aucun autre survivant n'est retrouvé prochainement, sans préciser de date, des pelleteuses mécaniques et d'autres engins lourds seront mobilisés pour récupérer les corps. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Je vous remercie d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne continuation.